Bonjour, je m'appelle Eve Chaput, je suis physiothérapeute, FCAM et enseignante à la QPMO, ainsi que chargée de cours et chargée d'enseignement de clinique à l'Université de Montréal. J'ai conçu la présentation PowerPoint suivante qui porte sur l'appareil vestibulaire. Voici les objectifs de cette présentation PowerPoint, soit connaître l'anatomie et la physiologie vestibulaire, se familiariser avec les désordres du système vestibulaire et finalement discuter du lien entre les étourdissements et la colonne cervicale. Discutons d'abord de l'anatomie du système vestibulaire. Nous couvrirons les aspects de l'anatomie vestibulaire suivants, soit l'anatomie vestibulaire périphérique et centrale, sa vascularisation et son innervation. Débutons donc par l'anatomie vestibulaire périphérique et centrale. Le système vestibulaire périphérique, illustré dans l'image de gauche, est localisé dans l'oreille interne qui se situe dans le rocher de l'os temporal. Cet os est creusé de canaux servant à protéger les organes internes de l'oreille. Le système vestibulaire périphérique comprend les canaux semi-circulaires, auxquels nous ferons référence avec l'acronyme CSC, les otolithes et le nerf vestibulaire, qui est une partie du 8e nerf crânien. Le système vestibulaire central, illustré lui dans l'image de droite, est localisé dans la fosse postérieure, comprenant le bulbe et le pont du tronc cérébral, le cervelet et le 4e ventricule. Il comprend donc les noyaux vestibulaires, qui sont au nombre de 8, certaines parties du cervelet et des projections formant les voies vestibulo-oculaires, vestibulo-spinales, vestibulo-corticales et vestibulo-autonomiques. Regardons de plus près ce qui compose notre oreille interne. Elle est en fait formée de deux parties. La première partie est la portion cochléaire. Elle concerne seulement l'ouïe et ne joue aucun rôle dans le maintien de l'équilibre. La deuxième partie correspond à la portion vestibulaire périphérique. Elle contient, comme nous l'avons dit plus tôt, 5 organes sensoriels, soit un système labyrinthique de couches étanches composé de 3 canaux semi-circulaires qui sont nommés d'après leur position dans l'espace. Il y a donc le canal antérieur, le canal postérieur et le canal horizontal. Le système vestibulaire périphérique comprend aussi les otolithes qui sont composés de l'utricule et de la sacule. Voici une autre image illustrant le système vestibulaire périphérique avec ses 3 canaux semi-circulaires, ses otolithes, soit la sacule et l'utricule, et son nerf vestibulaire. Les canaux semi-circulaires sont composés de 2 labyrinthes. Le labyrinthe osseux, qui entoure le système membraneux et contient le liquide appelé périlymphe, dont la texture ressemble au liquide cérébrospinal. Il y a aussi le labyrinthe membraneux, qui se trouve en suspension dans le labyrinthe osseux et contient le liquide appelé endolymphe, dont la texture, plus épaisse, ressemble cette fois-ci à la texture du miel. L'endolymphe et la périlymphe circulent dans leurs compartiments respectifs. Comme nous pouvons le voir sur l'image, les canaux semi-circulaires sont tous attachés à l'utricule. À l'autre extrémité, le canal s'élargit pour former une expansion appelée l'ampoule. C'est cette ampoule qui abrite les récepteurs sensitifs du canal. Les cellules sensorielles de chaque ampoule, ainsi que celles des otolithes, sont des cellules ciliées spécialisées qui ressentent le mouvement de la tête et réagissent en relayant les signaux nerveux. Chaque cellule ciliée a quelques poils qui sont alignés du plus court au plus long, poils qui sont appelés les stéréocils. Quand le mouvement plie les cils vers la plus longue fibre des cils, appelée le kinocyle, le nerf afférent, qui innerve cette cellule auditive, augmente sa fréquence de décharge et excite le nerf vestibulaire. Si les fibres du poil sont déplacées cette fois-ci vers la fibre la plus courte, le nerf est alors inhibé. Différentes cellules ciliées réagissent à différents mouvements selon l'orientation de la cellule ciliée. Les canaux semi-circulaires fournissent de l'information sur la vélocité des mouvements angulaires de la tête.
Cette information est utilisée pour coordonner les mouvements des yeux avec les mouvements de la tête, ce qui sera appelé le réflexe vestibulo-oculaire, dont nous parlerons plus loin. Chaque canal a un canal dans l'autre oreille qui se retrouve dans le même plan. De cette façon, le système nerveux central recevra l'input associé à un plan de mouvement, même si un des canaux semi-circulaires est endommagé de l'autre côté. Voyons l'orientation des canaux semi-circulaires de plus près. Les canaux semi-circulaires sont orientés à angle droit, l'un par rapport à l'autre, et se situent ainsi dans chacun des trois plans de l'espace, comme illustré dans la première image. Les canaux semi-circulaires fonctionnent deux par paires opposées, pour permettre à chaque oreille de fournir de l'information indépendante et corrélée pendant le mouvement. Les canaux ainsi jumelés sont orientés de telle sorte qu'ils sont à peu près parallèles entre eux, comme nous pouvons le voir sur la deuxième image où le canal antérieur droit est parallèle au canal postérieur gauche. Donc, les canaux qui sont dans le même plan travaillent ensemble. Les organes otolytiques, la sacule et l'utricule, contiennent chacun un organe sensoriel appelé macule, situé sur le plancher de la sacule et sur le mur médial de l'utricule. Ces organes, par opposition aux canaux semi-circulaires, répondent au mouvement linéaire plutôt qu'angulaire et répondent à l'accélération plutôt qu'à la vélocité. La sacule est verticale et répond à l'accélération linéaire dans les plans antéro-postérieurs et verticaux, tandis que l'utricule est horizontale et répond à l'accélération linéaire dans les plans, cette fois-ci, postéro-antérieurs et transverses. Revoici l'image du système vestibulaire périphérique où nous pouvons observer les otolithes, soit l'utricule et la sacule. Des membranes gélatineuses couvrent les cellules ciliées dans les macules des otolithes, comme on peut le voir sur l'image. Le déplacement de ces membranes gélatineuses pendant le mouvement produit la force qui plie les cellules ciliées, causant ainsi une excitation ou une inhibition neurale. Les membranes des otolithes contiennent à leur surface des cristaux de carbonate de calcium appelés otoconies. Leur masse permet aux otolithes de sentir l'attraction de la gravité et de détecter la gravité et l'accélération linéaire. La membrane gélatineuse des canaux semi-circulaires, quant à elle, a la même densité que le liquide endolymphatique qui l'entoure et ne contient pas d'autoconie. Ce sont donc le déplacement des autoconies appartenant aux otolithes dans les canaux semi-circulaires qui sont responsables des vertiges positionnels paroxystiques bénins, aussi appelés VPPB. En résumé, les canaux semi-circulaires fournissent de l'information extrêmement sensible sur la vélocité angulaire de la tête, tandis que les otolithes, l'utricule et la sacule, fournissent de l'information sur l'accélération linéaire de la tête et l'inclinaison statique par rapport à la gravité, qui est sensible déjà à partir de 1 degré d'inclinaison statique. À titre de révision, pouvez-vous répondre à ces questions? Où se situe le système vestibulaire périphérique et quelles en sont ses composantes? À quoi servent les canaux semi-circulaires et les otolithes? Maintenant, voyons quelle est la vascularisation du système vestibulaire. C'est le système artériel vertébro-basilaire qui assure la principale vascularisation des noyaux vestibulaires, responsables de l'intégration des signaux des systèmes vestibulaires oculomoteurs et somatosensoriels, dont nous discuterons plus tard. C'est aussi le même système artériel vertébro-basilaire qui assure la vascularisation des organes récepteurs vestibulaires périphériques qui enregistrent les stimuli. Nous pouvons donc apprécier comment l'artère vertébrale joue un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre et de la fonction. En effet, l'artère vertébrale est la principale source de vascularisation du système artériel vertébro-basilaire et par conséquent constitue une source de vascularisation importante du cerveau.
De cette façon, toute perturbation du débit de l'artère vertébrale, et donc par le fait même de l'artère basilaire, pourrait déranger la fonction des récepteurs périphériques ou centraux vestibulaires et donc perturber le maintien d'équilibre et de la fonction vestibulaire. Ainsi, avant d'initier tout traitement des symptômes apparentés au système vestibulaire, l'artère vertébrale devrait être attentivement évaluée car elle peut être impliquée dans le tableau clinique des patients et la fonction de cette artère peut être affectée par le traitement du physiothérapeute. De façon plus spécifique, le système vestibulaire central est irrigué directement par l'artère cérébelleuse postéro-inférieure, qui est une branche de l'artère vertébrale, par l'artère cérébelleuse antéro-inférieure, qui est une branche de l'artère basilaire cette fois-ci, et par l'artère basilaire elle-même. Le système vestibulaire périphérique, quant à lui, incluant les canaux semi-circulaires et les otolithes, est vascularisé par l'artère labyrinthique issue de l'artère cérébelleuse antéro-inférieure, qui est elle-même une branche de l'artère basilaire, comme expliqué plus tôt. Discutons maintenant de l'innervation du système vestibulaire. Le système vestibulaire périphérique est innervé par le nerf vestibulaire appartenant au huitième nerf crânien, aussi appelé le nerf vestibulo-cochléaire. Le nerf vestibulaire comprend deux divisions. La division supérieure innerve l'utricule et les canaux semi-circulaires antérieurs et horizontaux. La division inférieure, quant à elle, innerve la sacule et les canaux semi-circulaires postérieurs. Voici une image illustrant le huitième nerf crânien et sa portion vestibulaire. Les neurones du système vestibulaire déchargent spontanément à une fréquence de 100 fois par seconde. Cette fréquence de décharge est augmentée par les mouvements et inclinaisons ipsilatérales de la tête, mais est diminuée par les mouvements et inclinaisons contralatérales de la tête. Qu'en est-il maintenant de l'innervation centrale? L'input du labyrinthe vestibulaire voyage par le nerf vestibulaire appartenant au huitième nerf crânien. Les corps cellulaires du nerf vestibulaire sont situés dans le ganglion vestibulaire et ces axones entrent dans le cerveau par le pont. La majorité des fibres nerveuses passent aux quatre noyaux vestibulaires dans l'espace médulaire, mais quelques fibres passent directement au cervelet, à la formation réticulée, au thalamus et au cortex cérébral. Voici une image illustrant les voies neurologiques centrales du système vestibulaire avec ses différents noyaux. L'intégration centrale de l'information provenant du système vestibulaire périphérique se fait par le passage dans les noyaux vestibulaires pour se rendre jusqu'au cervelet. Après la présentation de l'anatomie du système vestibulaire, qu'en est-il de sa physiologie et de ses rôles? Le système vestibulaire constitue la première source d'information pour contrôler l'équilibre et la posture, et ce grâce à sa capacité à détecter les mouvements de la tête et à ajuster les mouvements de nos yeux et notre orientation corporelle. Comment notre corps assure-t-il notre équilibre? L'équilibre normal dépend de l'intégration optimale des signaux sensitifs provenant de trois systèmes, soit l'appareil vestibulaire, le système visuel et le système somatosensitif, ou encore appelé proprioceptif. Les impulsions de ces récepteurs sont dirigées centralement à la moelle épinière, au tronc cérébral, à la formation réticulée, au cervelet, au mésencéphale ainsi qu'au cortex cérébral. Ce schéma présente comment les trois systèmes sensitifs présentés plus tôt, soit le système visuel, le système vestibulaire et le système somatosensitif aussi appelé système proprioceptif, envoient leurs inputs aux structures du système nerveux central qui établira une rétroaction via les motoneurones par différents types de réflexes, et ce, dans le but d'assurer l'équilibre, la stabilité posturale et une vision claire lors des mouvements de la tête. Comme dit précédemment, le système vestibulaire utilise des réflexes pour assurer l'équilibre, la stabilité posturale
et une vision claire lors des mouvements de la tête. Ces réflexes se nomment le réflexe vestibulo-spinal, ou RVS, le réflexe vestibulo-colique, ou RVC, et le réflexe vestibulo-oculaire, ou RVO. Parlons d'abord du réflexe vestibulo-spinal, ou RVS. L'information du système vestibulaire est utilisée pour dicter les mouvements des membres ou la position du corps, et ce, via un réflexe appelé RVS. Comment ça se passe? Eh bien, ce réflexe assure l'activation des muscles posturaux, les muscles antigravitaires, et assure les réactions d'équilibre en réponse à l'information provenant du système vestibulaire. Il agit donc pour maintenir l'équilibre contre gravité en aidant à l'orientation et à la stabilisation de la tête et du corps dans l'espace. Le RVS est stimulé par des translations linéaires ou par la gravité. Il est donc déclenché par la stimulation des organes autolytiques. Puis qu'en est-il du réflexe vestibulo-colique ou RVC? L'information du système vestibulaire est aussi utilisée pour dicter les mouvements de la tête et du cou, et cette fois-ci via le RVC. Ce réflexe assure l'activation des muscles posturaux et les réactions d'équilibre, mais ici au niveau cervical, en réponse à l'information provenant du système vestibulaire. Il agit ainsi pour maintenir les yeux à l'horizontale. En résumé, l'input vestibulaire travaille communément avec l'input somatosensoriel, aussi appelé input proprioceptif, ainsi qu'avec l'input visuel, pour produire des réactions d'équilibre appropriées via les RVS et RVC. Ces réflexes sont directement liés aux informations sensitives en provenance de la région crânio-cervicale, soit de C0 à C3. C'est cette relation qui peut expliquer l'apparition d'étourdissements et de déséquilibres lors de dysfonctions cervicales. Finalement, l'information du système vestibulaire est utilisée pour dicter également les mouvements des yeux, qui se fera, cette fois-ci, via le réflexe vestibulo-oculaire ou RVO. Ce réflexe assure le mouvement des yeux en sens opposé à la direction du mouvement de la tête, selon l'input vestibulaire. Il agit donc pour maintenir une vision claire durant les mouvements de la tête. Le RVO est stimulé lors des mouvements angulaires de la tête. Il est donc déclenché par une stimulation des canaux semi-circulaires. Voici comment fonctionne le RVO lors d'une rotation gauche de la tête. À la rotation cervicale gauche, le liquide endolymphatique des deux canaux semi-circulaires horizontaux déforme la cupule. Il y aura une augmentation de la fréquence de décharge des cellules ciliées dans le canal semi-circulaire horizontal gauche. Mais il y aura, par le fait même, une diminution de la fréquence de décharge des cellules ciliées dans le canal semi-circulaire horizontal, cette fois-ci du côté droit. Les influx nerveux produits stimuleront le noyau oculomoteur qui activera les muscles des yeux, soit le droit externe du côté droit et le droit interne du côté gauche. Aussi, les mêmes influx nerveux vont inhiber les muscles droit externe du côté gauche et droit interne du côté droit, ce qui fera que les deux yeux tourneront vers la droite. Voici une image du mouvement des yeux vers la droite lors d'une rotation cervicale gauche. Pour assurer que l'image demeure claire sur la rétine, le déplacement des yeux dans leur orbite doit être exactement le même, mais en sens opposé, que le déplacement de la tête lors de la rotation cervicale. Par exemple, dans ce cas, lorsque la rotation de la tête dans l'espace sera de 40 degrés vers la gauche, le mouvement des yeux sera précisément aussi de 40 degrés, mais en sens opposé, c'est-à-dire vers la droite. Si le déplacement de l'un par rapport à l'autre n'est pas exactement le même, l'image ne demeurera pas claire sur la rétine, ce qui produira une image embrouillée lors des mouvements de la tête, phénomène appelé oscillopsie. Le contrôle du mouvement des yeux, qui est assuré par le système vestibulaire et ultimement par le cervelet, doit être fluide
et précis. C'est pourquoi l'examen oculomoteur, si anormal, peut révéler des dysfonctions vestibulaires périphériques ou centrales. Les dysfonctions oculomotrices observées devraient être référées pour une évaluation vestibulaire ou neurologique, par exemple lors de l'observation de nystagmus. Qu'est-ce qu'un nystagmus? Un nystagmus pathologique est un mouvement oculaire involontaire qui peut être spontané, c'est-à-dire se produire sans mouvement de la tête, ou provoqué, donc qui apparaît lors des mouvements de la tête. Le nystagmus est composé de deux phases qui sont répétées, une phase lente et une phase rapide. Le nystagmus est la manifestation d'un désordre du RVO. À titre de révision, pouvez-vous répondre à cette question? Quels sont les trois réflexes du système vestibulaire et quels sont leurs rôles respectifs? En résumé, la vision et l'input somatosensoriel donnent de l'information au cerveau sur l'orientation et les mouvements du corps par rapport aux indices environnementaux comme l'horizon, le niveau des murs et des planchers, le ciel et le sol, pour ainsi assurer le maintien de l'équilibre et la posture. Ces inputs visuels et somatosensoriels sont d'autant plus utiles quand le système vestibulaire est dysfonctionnel. En effet, quand le système vestibulaire est lésé ou malade, le cerveau ne reçoit plus l'information nécessaire sur la posture et les mouvements du corps. L'input d'un système vestibulaire dysfonctionnel s'observerait ainsi par le peu d'équilibre dans le noir, les yeux fermés, ou dans un environnement avec peu d'éclairage. Ou encore, sur des surfaces inégales, ou lors de stimuli visuels en mouvement, c'est-à-dire dans un environnement où les indices visuels bougent. Par exemple, le mouvement des clients dans un centre commercial bondé donne l'illusion que c'est l'environnement qui bouge et peut causer une sensation de déséquilibre ou une perte d'équilibre complète. En résumé, la fonction vestibulaire constitue un récepteur de la perception du mouvement, est sensible à la gravité et travaille en collaboration avec l'input visuel et somatosensoriel pour produire les réactions d'équilibre et une vision stable durant le mouvement. À titre de révision, pouvez-vous répondre encore une fois à ces questions? Quels sont les rôles des systèmes visuels, somatosensoriels et vestibulaires? Comment travaillent-ils ensemble? Puisque nous nous sommes désormais familiarisés avec le fonctionnement normal du système vestibulaire, explorons les signes et symptômes des dysfonctions vestibulaires. Un système vestibulaire dysfonctionnel s'observera par la présence de nystagmus pathologique vestibulaire, de vertiges et étourdissements, de sciopsie correspondant à une vision embrouillée lors des mouvements de la tête, de perte d'équilibre et bien souvent sera accompagné d'anxiété. Nous avons déjà discuté de nystagmus. Parlons donc plus en détail des étourdissements et vertiges. Les étourdissements et vertiges sont des termes vagues pour décrire un état général qui peut impliquer un ou plusieurs symptômes, soit une sensation ébrieuse, de tête légère, de flottement, de roulis ou une sensation d'être dans les vapes. Sont aussi parfois inclus dans les étourdissements et vertiges des nausées, une démarche chancelante ou des faiblesses. Ces étourdissements et vertiges constituent le résultat d'un conflit entre les divers inputs sensoriels provenant du système vestibulaire, visuel et somatosensoriel. Discutons maintenant un peu d'épidémiologie. Les vertiges et étourdissements seraient la deuxième plainte la plus fréquemment citée aux médecins de famille. 40 à 50 % des adultes rapportent des étourdissements ou des problèmes d'équilibre à un moment donné de leur vie. 20 % éprouvent des étourdissements chroniques. L'incidence des étourdissements d'origine vestibulaire est estimée à 50 jusqu'à 75 % de cette population. Les vertiges et étourdissements peuvent aussi avoir d'autres causes, telles une dysfonction cardiovasculaire, comme une arythmie, une ischémie cérébrale transitoire, de l'hypotension orthostatique, une dysfonction cervicale affectant l'artère vertébrale, une insuffisance vasculaire, de l'athérosclérose,
une valve cardiaque dysfonctionnelle, etc. D'autres pathologies peuvent être à l'origine des vertiges et étourdissements, comme des dysfonctions neurologiques, telles un AVC, un traumatisme crânien, un whiplash ou la sclérose en plaques. Des déficits visuels et des troubles psychogéniques comme l'anxiété ou la dépression peuvent aussi être à l'origine des vertiges et étourdissements. Finalement, les vertiges et étourdissements peuvent être aussi causés par une infection à l'oreille, telle une otite de l'oreille moyenne, une labyrinthite ou une neuronite vestibulaire, une ototoxicité secondaire à une haute dose d'antibiotiques, un urinome acoustique, c'est-à-dire sur le 8e nerf crânien, ou encore un barotrauma provoqué en plongée sous-marine. À titre de révision, pouvez-vous répondre aux questions suivantes? Quels sont les signes et symptômes des dysfonctions vestibulaires? Quelles en sont les causes possibles? Quel est le rôle de la physiothérapie face aux dysfonctions vestibulaires? Le temps et la réadaptation vestibulaire permettent aux patients avec des déficits vestibulaires de récupérer de leur dysfonction posturale et des équilibres par l'utilisation des informations sensorielles encore disponibles. Le physiothérapeute travaillera avec le patient à développer des stratégies d'adaptation, aussi appelées stratégies d'accommodation, à l'input vestibulaire anormal, puis des stratégies de substitution par l'utilisation d'inputs visuels et proprioceptifs. Qu'avons-nous à garder en tête quant au lien entre les étourdissements et les dysfonctions cervicales lors de nos interventions physiothérapeutiques? Comme l'input cervical est intégré à l'input vestibulaire, il peut être difficile de différencier les deux systèmes en présence d'étourdissement ou vertige lors des mouvements de la tête. Le physiothérapeute qui pratique la thérapie manuelle doit déterminer si l'étourdissement est le résultat d'un trouble de l'input afférent de la colonne cervicale, aussi appelé étourdissement cervicogénique, d'une pathologie plus grave, comme une insuffisance vertébro-basilaire, qui peut être une contre-indication à tout traitement, jusqu'à ce que d'autres investigations soient faites, d'une dysfonction vestibulaire, de l'anxiété ou encore d'une autre cause, comme celle énumérée plus tôt. Il faut garder en tête qu'un traitement inapproprié peut avoir de graves conséquences. En présence d'un nystagmus, de signes d'une insuffisance vertébro-basilaire ou de signes neurologiques, il est important de référer pour une investigation médicale et ou vestibulaire. Le thérapeute doit être capable de complètement éliminer les causes plus sérieuses de vertige avant de commencer tout traitement mécanique. Une fois les causes potentiellement funestes éliminées, le thérapeute peut traiter efficacement les troubles mécaniques pour diminuer les symptômes d'étourdissement et de vertige. L'habilité clinique la plus importante sera de pouvoir différencier l'origine des étourdissements lors du mouvement de la tête par rapport au corps. Par exemple, une rotation droite de la tête qui produit des étourdissements. En conclusion, le système vestibulaire périphérique comprend les canaux semi-circulaires et les otolithes et transmet l'information nécessaire pour assurer la posture et le maintien d'équilibre via le nerf vestibulaire, les noyaux vestibulaires dans le tronc cérébral, jusqu'au cervelet où elle sera analysée. Le système vestibulaire assure la posture et l'équilibre grâce à sa relation au système visuel et somatosensoriel via différents réflexes. Les dysfonctions vestibulaires sont fréquentes et peuvent provoquer des vertiges et étourdissements. Le thérapeute manuel doit être en mesure d'éliminer une cause funeste au vertige et étourdissement avant d'entreprendre un traitement manuel cervical.